La Cinco est l'une des institutions qui a toujours contesté la légitimité du président Tshisekedi, et le doyen venait de le signaler aussi. Le fait que toute l'opposition, y compris les rebelles, adhèrent à un projet, c'est un danger déjà pour le pouvoir. Il y a eu une déclaration commune signée par Katumbi, Kabila, Tessanga et Fayulu en mai 2025. Et cette déclaration commune des 4 leaders de l'opposition, c'était pour soutenir en fait l'approche de la Cinco. Fayulu est parti, Tessanga est parti, il reste qui? Kabila et Katumbi, qui sont aujourd'hui démontrés depuis le lancement de la diplomatie stratégique offensive du président Félix Tshisekedi, qui ont démontré à suffisance que les deux ils sont en complicité, notamment Kabila, avec le RFC 23. Bonsoir à tous. Le président congolais Félix Tshisekedi a reçu les représentants des évêques catholiques et des pasteurs protestants ce samedi 21 juin à Kinshasa. Une réunion au cours de laquelle les religieux lui ont remis le rapport de mission après 3 mois de consultation dans le cadre de leur projet dit de pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs. Et pour analyser cette séquence, nous recevons Guy Mafimba, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, M. Karel. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Amon Mavinga, politologue. Bonsoir. Bonsoir. Dr Ben Utetroui, enseignant à l'université Sorbonne Paris. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Caroline. Et merci de toujours vacances, faire... oui, bientôt. Merci toujours de faire vivre le débat sans filtre et sans censure. C'est la qualité de l'émission. Merci beaucoup à vous. Et Antoine, au Congo, que nous retrouvons. Bonsoir, Antoine. Bonsoir, Caroline. Nouvelle coupe de cheveux. La petite barbe. Non, c'est une coupe habituelle. Bon, d'accord. On va dans le vif du sujet, messieurs. Votre regard sur cette rencontre, on va faire un petit tour de table. Le doyen Guy Mafimba, comment vous avez, quelle était votre réaction lorsque vous avez vu des images du chef d'État avec les représentants de la Cinco, ECC, comme on dit? C'est le rôle d'un chef d'État qu'il faut souligner. Il fait preuve d'une posture républicaine. En dehors des 4 institutions, selon la Constitution, la présidence de la République, le gouvernement, le Parlement et les différents tribunaux et institutions judiciaires, l'Église fait partie des forces vives de la nation. Et dans le contexte de la crise actuellement, il était de bonne loi que le président Tshisekedi puisse les recevoir en temps en heure, en fonction de son temps et de son heure. Maintenant, la problématique qui est la nôtre, c'est de savoir est-ce que cette rencontre devrait être débouchée sur telle ou telle revendication et autres. On en parlera, merci. Voilà. Doyen Amon Mavinga. Oui. Non, mais j'étais content de cette rencontre. Vous savez qu'il faut que nous le soulignions, que cette rencontre était une des préoccupations nationales avant même l'histoire de M23. C'est-à-dire depuis les années 2020, 2021, on se disait qu'il faut créer une dynamique nationale pour que nous renouvelions notre intelligence face à la crise. Parce que le pays était déjà en crise. Donc la crise du M23 et l'AFC n'est venue que aggraver la crise. Donc il y avait déjà une crise qui nécessitait que nous nous mettions ensemble parce qu'il y avait là un problème ontologique, donc de l'être, d'une crise ontologique de l'homme congolais. Par rapport à soi-même et par rapport à ses réalités et par rapport à ses relations avec le monde dans la nouvelle configuration du monde qui se crée devant nous. Donc cette rencontre est très importante du président de la République avec la Cinco et l'Église du Christ au Congo. Et nous estimons que maintenant que la rencontre a eu lieu, avec l'implication du président de la République, parce que c'est très important que le président de la République s'implique, parce que c'est lui l'autorité de la nation, pour qu'il y ait un véritable dialogue où nous pouvons mettre nos intelligences ensemble, ça doit se faire vraiment avec l'appui du président de la République. Très bien. Et nous appuyons. Et le reste, maintenant, c'est question de voir maintenant comment nous allons construire ensemble une véritable intelligence congolaise pour sortir de notre crise qui a trop duré. Très bien. Antoine.
Moi, je suis plutôt du côté du doyen Mafimba. Je voudrais juste dire que c'est une très bonne chose que le président puisse avoir reçu ses représentants de l'Église, dans la mesure où on sait à quel point l'Église est importante dans nos pays, d'autant plus que la RDC est un pays profondément religieux, où d'ailleurs on sait à quel point les populations sont très attachées, que ce soit à l'Église évangélique ou catholique. Et donc, ce n'était que normal que l'Église puisse être reçue. Mais après, il faut également voir les tenants et les aboutissants de ces consultations. Surtout qu'on sait à quel point l'Église peut être néfaste également pour nos sociétés, bien qu'elle est très présente. L'Église peut être néfaste? Bien sûr. On nous dirait plus tout à l'heure. Alors, moi déjà, ça ne m'étonne pas que le président puisse les recevoir, parce qu'il faut se rappeler qu'il les avait déjà reçus avant la production notamment de ce pacte. De ce pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Voilà, exactement. Ils les avaient déjà reçus. Ensuite, ils étaient en mission. Bon, la mission qu'ils se sont eux-mêmes donnée, hein, il faut dire les choses. Donc, ils ont fait cette mission très intelligente hein, pour œuvrer pour la paix, etc., pour la cohésion. C'est très bien. Maintenant qu'ils ont terminé le travail, il était donc temps de venir rencontrer le président pour lui rendre compte un peu de son travail. Et le président, paraît-il, leur indiquait « Laissez-moi le temps de pouvoir examiner le document que vous m'avez produit ». Afin de vous apporter une réponse définitive. Mais là aussi, il faut rappeler que ce document, à lui tout seul, ne conditionne pas le dialogue, l'éventuel dialogue envisagé. Et c'est pour ça qu'on va essayer de rentrer maintenant dans le plein du sujet. Je vais demander au doyen Mavinga, qui connaît un peu toute cette thématique un peu sur notre plateau, de donner les grands axes de ce pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Oui, le pacte social, c'est en fait, on essaie de structurer un cadre scientifique, citoyen et institutionnel où toutes les intelligences congolaises doivent se mettre ensemble pour produire ce que nous pourrions dire comme une véritable charte inviolable. Dans cette charte inviolable, il faudra mettre toutes les urgences économiques, sociales, sécuritaires, culturelles et autres, jusqu'à l'horizon 2060. C'est-à-dire ils ont pris l'horizon à long terme 2060 pour que ça puisse coïncider avec le centenaire de l'indépendance de notre pays. Donc il y a un cadre à la fois scientifique, des scientifiques qui doivent réfléchir sur toutes les thématiques, sécurité, toutes les thématiques. Et dans le cadre de 9 commissions qui sont préparées, et ces 9 commissions devront déboucher sur des ateliers citoyens où toutes les intelligences, ce sera le défi de mettre toutes les intelligences congolaises ensemble pour pouvoir produire une nouvelle pensée, une nouvelle, comme on l'a dit, praxis politique pour notre pays. Ça, c'est sur le plan, les forums citoyens. Et après les forums citoyens, ils auront produit toutes leurs réflexions. Il y aura maintenant le forum du consensus national. C'est-à-dire, là, les forces vives congolaises vont se retrouver avec les propositions scientifiques, les études qui ont été menées à travers les commissions des ateliers citoyens pour élaborer un document. Et c'est ce document qui sera donc le document du pacte social du pacte social. Mais ce document du pacte social a plusieurs volets. Il y a le volet national, donc cette charte des urgences nationales, et il y a aussi le volet régional avec les pays voisins, comment on peut sur le plan l'interculturalité au niveau des provinces, comment au niveau des frontières, comment on peut monter une véritable culture de paix entre les différents pays frontaliers où parfois nous avons des ethnies qui se retrouvent de part et d'autre. Comment, dans cette transculturalité, comment construire une culture de la paix ensemble. Et il y a aussi une autre vision. Et après, donc, ce troisième et le deuxième élément du forum national du consensus national, il y aura maintenant la dimension internationale. Sachant que là, vous avez vu que les évêques, quand ils ont lancé le pacte social, ils ont fait le tour des pays africains et au niveau international, et ils ont rencontré les différentes institutions internationales pour présenter leur vision.
la vision, c'est quoi? Tenant compte de certains couacs, de ce qu'on avait appelé à l'époque l'accord de Saint-Sylvestre. Quand il y a eu des problèmes avec la fin du mandat de M. Kabila, il y a eu une transition de 2 ans, de 2016 à 2018, après l'accord de Saint-Sylvestre. Il s'est remarqué que dans l'application des recommandations telles que ça a été retenu, que les autorités n'avaient pas appliqué les recommandations telles que c'était, que ce soit par rapport aux ententes des institutions sous-régionales comme de l'Union africaine. C'est comme ça, maintenant, ils ont préféré présenter les propositions aux institutions internationales de telle sorte que si nous nous mettons ensemble et que nous prenons nos résolutions qui ont un impact sur la paix et au niveau national et au niveau sous-régional, qu'il y ait le respect de ce que nous allons, de compromis que nous allons prendre, tant sur le plan politique, économique, diplomatique, sécuritaire, culturel, au niveau international et avec le pays voisin. C'est comme ça qu'ils ont fait cette implication internationale pour s'assurer que le moment venu, que ce qui est arrêté pourrait être exécuté. Et c'est ce qui fait qu'au niveau international, on devrait arriver à l'organisation d'une conférence internationale sur la paix et le bien vivre ensemble dans la région de Grand Lac, qui va impliquer les Nations Unies, la SADC, le CAC, le EAC, toutes les institutions sous-régionales et l'Union africaine. Merci beaucoup, cher doyen. Ben Luther, vous avez relevé quelques points dans ce pacte social que vous voulez aborder. Oui, très rapidement. Alors, il faut noter que c'est un processus dont le contenu est structuré en 3 points, 3 phases que le doyen a bien énumérées. Atelier citoyen en commission, thématique, forum du consensus national, diplomatie et engagement international. Alors, il y a quelques principales faiblesses que j'ai relevées, notamment au regard de la situation sécuritaire à l'est du pays. D'abord, premièrement, donc sur le plan sécuritaire, ce pacte, à mon sens, ce document est en inadéquation avec l'urgence sécuritaire. Pourquoi? Parce qu'il repose en quelque sorte sur des structures participatives lentes, vous l'avez dit, lentes, puisqu'on vise l'horizon 2060, donc lentes, alors que l'Est est en guerre active. D'accord? Il ne prévoit, j'ai fait des commentaires sur ce document, il ne prévoit aucune stratégie immédiate de sécurisation ni de reconquête des zones occupées, déjà. Premier point. Deuxième point sur la sécurité aussi, silence sur les complicités régionales, puisqu'on ne nomme pas le mal, le Rwanda, pays agresseur, n'est pas nommé. Et troisième point, sur la sécurité toujours, flou sur la reconstruction des forces armées. Le pacte évoque une nouvelle armée, mais sans plan structuré, sans coordination claire avec les FARDC, ni articulation avec les dispositifs de commandement existants. Donc je ne sais pas si la CENCO va pouvoir créer sa propre armée, je ne sais pas. Deuxième faiblesse, c'est sur le plan de la justice. J'ai parcouru le document, il y a absence totale de justice, ne serait-ce que même la justice transitionnelle. Aucun mécanisme de justice n'est prévu. Le pacte ignore même le droit à la justice des victimes. Les victimes ne sont même pas mentionnées dans ce document. Deuxième chose, oubli du droit international humanitaire, alors même que lorsqu'on voit les conventions de Genève de 1949, avec les protocoles additionnels de ces conventions de 1977 sur le droit notamment de la guerre, on voit que ces conventions impliquent la protection ipso facto lorsqu'on veut aller vers des démarches de paix, la protection d'abord des victimes. Avant d'entamer toute autre démarche, il faut d'abord protéger les victimes. Le pacte n'en fait aucune mention. Je continue rapidement. La mémoire des victimes est totalement effacée, d'accord, puisqu'on nie carrément la souffrance véritable des victimes, on nie leur droit à obtenir réparation. Troisième faiblesse, le statut des ex-combattants. Alors là, je vais encore peut-être citer encore les conventions dont je venais de mentionner. Ces conventions définissent le combattant comme étant celui qui a la légitimité de prendre des armes en période de conflit.
celui qui a la légitimité de prendre les armes en période de conflit. Donc on fait référence à l'armée régulière. D'accord? On fait référence à l'armée régulière. Or, dans le cas d'espèce, ce pacte propose quoi? La réintégration des ex-combattants. Sans opérer aucune distinction, s'agit-il des combattants de l'armée régulière? S'agit-il des rebelles, etc. Et donc, comme on parle de la réintégration, donc ici, on fait allusion à quoi? En demi-mot, au processus un peu de Nairobi. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie qu'on va réintégrer les rebelles et donc on va faire fi. On va faire fi tabula rasa des crimes qu'ils ont commis, etc. Et donc, ils vont bénéficier de quoi? De l'amnistie. Et conséquence, on prive encore les victimes de leur droit à obtenir réparation. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais pas aller. On va donner la parole au doyen Guy Makulba. Alors, en écoutant Mavinga et le docteur, le fameux pacte social, il faut déjà féliciter, les gens doivent réfléchir. C'est une très bonne chose. Mais ce pacte social est à la fois hors sol et tant dans le timing que dans la forme. Dans la forme d'abord. Quelle légitimité ils ont pour faire des propositions sur une situation transversale, globale de ce qui se passe au Congo-Brazzaville aujourd'hui. Mais je reviendrai d'abord sur le temps. Sur le Congo RDC, ouais. Sur le temps... Elle a un petit révélateur. Sur le temps, c'est encore plus grave. Je vais aller très très vite. De quoi il s'agit? Mobutu tombe. Nous avons l'AFDL. L'AFDL arrive et on arrive au processus de Sun City. Le processus de Sun City lance un processus démocratique qui commence par Joseph Kabila jusqu'à aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi. C'est le seul qui a la légitimité parce qu'il a gagné les élections, les dernières élections. Or, le fameux pacte social qui a été conçu déjà depuis pas mal de temps, qui aujourd'hui est activé, réactivé, promu un peu partout par l'église, la Senko et l'église du Christ, tombe dans une période assez spécifique où il y a une crise existentielle, une crise sécuritaire qui ne prend pas en compte l'analyse globale du pacte social. Et c'est là où se pose la question de savoir, aujourd'hui, quelle est la priorité du chef de l'État, celui qui a la légitimité? C'est de résoudre la crise sécuritaire. Quelle est la priorité des Congolais? C'est de résoudre la crise sécuritaire. Parce que c'est ce qu'on appelle la contradiction principale. Et de ce fait, lorsque eux veulent juxtaposer les préoccupations de la gouvernance, de la gabégie, des questions, on va dire, d'ici 50 ans, on se retrouve dans une fight tank qui veut résoudre les problèmes qui s'opposent dans le cadre de l'existence de la balkanisation, d'une tentative de balkanisation. Ce qui revient à dire ceci, consciemment ou inconsciemment, vous rentrez dans le couloir de l'AFC M23. Pourquoi je le dis? Souvenez-vous, M23 avait posé comme condition de dire d'ici le 30 juin, dans quelques jours, il serait à Kinshasa pour fêter l'indépendance à Kinshasa. C'est-à-dire qu'un mouvement AFC M23 qui prend la responsabilité d'arrêter le processus démocratique d'un pays, qui prend la responsabilité avec les forces étrangères de balkaniser la RDC, qui prend la responsabilité d'assassiner, de commettre des crimes contre l'humanité. Et parmi ces responsables, il y en a qui sont déjà traduits, enfin poursuivis devant la juridiction, à la fois internationale, parce qu'il y a eu des condamnations, il y a eu des gens qui ont été identifiés comme étant et autres. Donc vous prenez la responsabilité d'intégrer cette force, donc vous leur donnez la caution d'être des partenaires pour trouver une solution, alors que ces gens sont considérés, doivent être considérés comme des gens qui ont voulu arrêter le processus. Et dans ce contexte, c'est là où la complicité en fait de l'AFC M23 devient presque criarde.
Est-ce que vous prenez est-ce que la Cinco prend conscience de cela lorsque j'ai lu le pacte social que le docteur vient de décrypter le fait que il y a un certain nombre de dispositions, de propositions qui, en fait, apportent de la caution, du soutien aux revendications de la LFC. En tout cas, le président a réaffirmé sa disponibilité à dialoguer avec tout le monde, je cite, mais selon plusieurs sources, il a demandé à ce que les acteurs politiques qui souhaitent ce dialogue posent des actes concrets contre l'agression subie par la RDC pour compléter vos propos. Au regard de ce qui vient d'être dit là, messieurs, est-ce que le président peut faire confiance à la Cinco aujourd'hui? Oui, moi je pense que le président, comme par le passé, toute la classe politique, quand notre pays est en profonde crise, la Cinco, comme aujourd'hui avec l'église Christ, moi je pense que le président doit faire confiance à la Cinco et à l'église du Christ au Congo, parce que ce qu'ils proposent, elles ne viennent pas se superposer. Elle nous propose un cadre pour que nous nous mettions ensemble pour développer, comme je l'ai toujours dit, une nouvelle intelligence de la situation, la crise. Mais je voudrais rapidement dire quelque chose, parce que c'est très important, si on ne le souligne pas, parce qu'on parle de la Cinco. Dans le document La Cinco de commission, il y a une commission qui incite sur la justice pour la paix. Donc, c'est vraiment intégrer la justice. En ce qui concerne l'armée, vous-même, vous le dites que la Cinco, les autres, ils ne doivent pas se substituer au président de la République. Le rôle de la Cinco, dans le cadre de la commission qui va se traiter de problèmes sécuritaires ou autres, ce n'est pas de se substituer à l'État pour formuler une politique de la défense et la sécurité. Mais c'est de nous mettre, nous, Congolais, ensemble, notamment les spécialistes de la défense et la sécurité, pour réfléchir la manière où nous comptons réformer notre À quel horizon? Donc, c'est à quel horizon? Je continue. Et la proposition de la Cinco à très long terme, moi, en tant que spécialiste de la formulation de politiques et de plans de développement, j'y ai travaillé longtemps pour l'Afrique, a cet avantage. Quand vous avez une vision à très long terme, ça vous permet de bien identifier les priorités à court terme. Parce que nous avons remarqué en Afrique, généralement, quand tout est prioritaire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une vision à long terme. Parce que quand vous avez une vision à long terme, vous pouvez vous dire ce qui est prioritaire aujourd'hui, c'est tel domaine ou tel domaine. Dans ce contexte-là, dans la programmation, dans le document programmatique, il y a une vision à très court terme pour les aspects sécuritaires. Ils ont tenu compte de ça. Mais ce n'est pas la Cinco à l'ECC de formuler la politique. Si je peux apporter une petite contradiction sur ce point. J'ai lu dans les axes prioritaires, il y en a 9 de ce document, les axes prioritaires. Le premier, c'est sur la sécurité. Et la priorité sur la sécurité, c'est quoi? C'est la démobilisation, la démolition et la réintégration des ex-combattants. C'est ça la priorité sur l'axe sécuritaitaire. Est-ce que vous avez lu le document programmatique avec les thèmes programmatiques? Mais je vous cite là d'abord les axes prioritaires de ce document. Vous êtes d'accord avec moi? La priorité, les axes prioritaires de ce document, c'est ça. Ce n'est pas eux qui le font, c'est à nous qui viendrons. Je vais apporter un élément pour montrer la faiblesse du pacte social. Il y a eu une déclaration commune signée par Katumbi, Kabila, Tessanga et Fayulu en mai 2025. Et cette déclaration commune des 4 leaders de l'opposition, c'était pour soutenir en fait l'approche de la Cinco. Fayulu est parti, Tessanga est parti, il reste qui? Kabila et Katumbi, qui sont aujourd'hui démontrés depuis le lancement de la diplomatie stratégique offensive du président Félix Tshisekedi, qui ont démontré à suffisance que les deux ils sont en complicité, notamment Kabila, avec le RFC 23. Quelle pertinence, quelle priorité vous pouvez donner à une telle approche, à un tel pacte, lorsque deux des leaders se sont désolidarisés? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, n'oubliez pas une chose, parce que la Cinco, LFC et l'Église n'ont pas le monopole de l'intelligence ou de la vérité ou de la vertu. C'est le pape, lors de son voyage, a indexé l'Église catholique en RDC en disant « mettez de côté l'air pollué de la mondanité ». L'air pollué de la mondanité. Parce que les églises ont commencé à troquer la soutane à la tenue politique et de manière insidieuse, ils sont en train de s'impliquer. Et dans le prolongement de votre analyse, qu'est-ce qu'il faut faire confiance? Est-ce que le président doit faire confiance à la Cinco? La réponse, pour moi, la décision du président de la République, ce sera de mettre en second plan
cette histoire en tout cas, pacte social. On annonce une équipe La priorité aujourd'hui, c'est de retrouver l'intégralité du territoire et de finir avec l'agression, et d'autant plus qu'ils sont très avancés. La bataille diplomatique est gagnée, la bataille de l'opinion est gagnée, et demain ou après-demain, croyez-moi, avec ce qui se passe avec Kigali... Ce pacte ira à la poubelle n'ira pas à la poubelle. C'est une production intellectuelle, mais ce n'est pas une priorité. D'accord. Ça c'est clair, c'est bien envoyé. Très rapidement, je pense que le président ne doit pas faire... à mon sens, doit être peut-être prudent. Hein. Je ne vais pas trop trancher, qu'il soit prudent face à ce document. Pourquoi? Parce que la CENCO est l'une des institutions qui a toujours contesté la légitimité du président Tshisekedi, et le doyen venait de le signaler aussi. Le fait que toute l'opposition, y compris les rebelles, adhèrent à un projet, c'est un danger déjà pour le pouvoir. Non, c'est une question de logique. Parce que la logique de l'opposition, c'est quoi? C'est de mener des actions contre le pouvoir. Donc la CENCO est l'opposant? Oui, ben, très clairement. Mais ce n'est pas dit de moi. Ce n'est pas dit de moi, c'est dit d'un officiel, Jean-Pierre Bemba. Ministre des Transports. Ministre des Transports. Mais on le contestait quand il avait dénoncé que Kabila avait des accointances avec le M23. Aujourd'hui, c'est prouvé. Donc il a des informations. Et aussi, très rapidement, parce que le mal n'est pas nommé. Oui, le mal n'est pas nommé dans ce document-là. Ils obtiennent le financement du Rwanda. Donc, il ne faut pas être naïf. Propos démentis. Il ne faut pas être naïf. Il faut pas être naïf. Ils ont été accueillis, mais n'ont pas été appuyés. Enfin, pour couronner le tout. Ils ont été accueillis au Rwanda, mais il y pas a appuyés. un rapport de l'inspection générale des finances qui dit que la CENCO, les CC et l'ONG Winner ont détourné plus de 25 millions de dollars. Bon, ça c'est notre sujet, docteur Militaire. Ça c'est du populisme, il ne faut pas des informations populistes. Mais ce n'est pas du populisme, c'est un rapport officiel d'une institution. Antoine, regardez, selon cette information, le président souhaite que d'autres confessions religieuses, messieurs, le président souhaite que d'autres confessions religieuses soient associées à l'initiative de la CENCO et le CC. C'est une bonne idée aussi. C'est une très bonne idée. Je reviendrai juste très brièvement sur les propos du doyen Mavinga. Et c'est une réalité. Je viens d'un pays où notre premier président portait des soutanes Dior, juste pour le dire, et c'était un homme politique. Et donc ça reflète exactement la réalité politique aujourd'hui en Afrique. L'Église ne doit pas troquer ses soutanes pour un costume de politicien. Je salue cette démarche d'œcuménisme de la part de la CENCO et de l'ECC, mais il faut réellement voir les problèmes comme ils le sont. La politique ne doit pas entrer dans l'Église et l'Église ne doit pas entrer dans la politique. L'Église peut aussi servir de pont dans un dialogue politique. Hein. Oui, mais pas dans ce sens-là. Et également, on se pose les questions sur les financements de l'ECC et de la CENCO. On se pose des questions sur leur réalité politique réellement. Parce qu'aujourd'hui, comme le pape il l'avait dit, il ne faut pas que les prélats troquent leur soutane pour des costumes de politiciens. Et c'est une réalité aujourd'hui en Afrique qu'il ne faut pas négliger. Et donc pour moi, ce serait vraiment une très bonne chose de joindre les autres confessions, les musulmans et autres, à se joindre à la démarche de la CENCO, car il y a également des musulmans en RDC. Ils ont une très grande communauté, il faut également les joindre à cette démarche si réellement la CENCO veut faire preuve d'œcuménisme dans le but d'une démarche de paix. Il faudrait qu'on le souligne que 2 minutes. Oui, mais cette approche d'œcuménisme, déjà la CENCO et le CC avaient appelé les autres la plateforme religieuse pour les rejoindre dans la préoccupation du pacte social. Mais je voudrais dire ici, le pacte social n'est pas un pacte politique. Le pacte social, c'est un pacte global qui concerne toutes les forces vives congolaises, qui concerne le peuple congolais. Donc ce n'est pas un problème de quelques opposants, ça concerne tout le monde. Mais je voulais surtout insister sur quelque chose. Le discours de l'Église n'est pas exactement la même structure que l'Église, le discours politique. Parce que souvent on revient ici que l'Église catholique, l'Église ne condamne pas. Mais je voudrais vous rappeler, le 16 janvier 2018, le révérend Ekofo de l'Église du Christ, il avait dénoncé dans son homélie de manière ouverte
l'agression rwandaise et autres, tout ça. Conséquence, aujourd'hui, il est en exil aux États-Unis d'Amérique. C'est pour dire que l'Église a une façon. Quand l'Église condamne, l'Église ne viendra pas tous les jours répéter. Quand l'Église condamne, on l'a pas vu, on l'a pas vu avec maintenant, ce qui concerne l'Église catholique, Ambongo avait fait... Qui n'était pas présent lors de cette rencontre. Oui, quand Ambongo avait fait l'homélie sur le bon samaritain, il avait utilisé à l'époque, je pense que le verset Luc chapitre 10, sur le bon samaritain, pour parler de la situation de la RDC. C'est-à-dire un homme qui a été ramassé dans la rue, agressé, laissé demi-mort, et un samaritain venu pour s'en occuper. Oui, mais que fait l'Église aujourd'hui dans le contexte actuel? C'était pour dire quoi? Il a condamné de manière ferme toute la complicité des pays voisins, qui ont roué de coups, qui étaient roués de coups, la RDC, par les pays voisins, le Rwanda, Ouganda, tout le monde, et qui l'ont laissé à demi-mort. Et je pense qu'à l'époque, ça a eu une telle force au point que les pays voisins, tous ont écrit au pape, pour que le pape interpelle Ambongo, parce qu'il devait... C'est pour dire, l'Église a sa façon, son langage. Obligé de se projeter que dans le passé, on ne va pas comprendre. Merci. Moi, j'ai juste envie de dire que le financement du Rwanda est réel, c'était dit. C'est sur ces bonnes paroles d'évangile que nous allons fermer cette émission. En remerciant Romain. Il faut rester prudent. Tu ne voleras point le rapport de l'IGF. C'est officiel. Bonne soirée.